Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé une grosse semaine avec le tout nouvel iPhone 15 Pro. C'est un smartphone évidemment qui est sorti il y a quelques semaines, vous en avez forcément entendu parler, c'est le nouveau modèle de chez Apple. Et vous le savez sur la chaîne, ça fait maintenant plusieurs années qu'on teste toujours le modèle Pro de la nouvelle gamme. On avait commencé avec le 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro. Cette année, le 15 Pro, il y a pas mal de nouveautés, il y a pas mal de choses qui ont changé. Je suis un peu déçu, je dois vous l'avouer, j'ai quand même quelques reproches à lui faire. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, cet iPhone 15 Pro, je l'avais commandé évidemment à sa sortie, je l'avais donc précommandé, je l'avais précommandé chez Boulanger, et il est arrivé un petit peu en retard, et donc du coup, moi je suis parti en vacances, et donc on a perdu 10 jours. Je l'ai récupéré la semaine dernière en rentrant de vacances, donc là ça fait une semaine que je l'utilise au quotidien, hein. Ça va être mon smartphone principal pendant les mois à venir, comme ça avait été le cas pour l'iPhone 11 Pro, pour l'iPhone 12 Pro, le 13 Pro, le 14 Pro. Si vous me connaissez, vous savez que je suis un fanboy de chez Apple, j'adore leurs produits, même si des fois je suis un peu déçu, et même que cet été j'avais complètement switché, j'avais laissé mon 14 Pro et j'avais pris un Z Flip 4 avec une Galaxy Watch 5, et puis après, pendant tout le mois d'août, j'ai eu un Z Flip 5 avec une Galaxy Watch 6. Là, je suis retombé dans l'univers Apple, en plein dedans, et donc ce 15 Pro, je l'attendais avec moyennement d'impatience, que vous le savez, maintenant il n'y a plus vraiment de révolution chez Apple, c'est souvent des évolutions. Sur ce 15 Pro, il y a quelques petites nouveautés qui sont quand même intéressantes de mon point de vue, mais il y a quand même un gros loupé de mon point de vue dont personne ne parle, je suis assez choqué de ça. Je vais vous en parler plus en détail, évidemment, on va commencer par les points positifs, on va terminer par les points négatifs. Je m'excuse par avance, je suis un peu enrhumé, donc j'ai un peu le nez pris, je parle un peu du nez, comme on dit. Donc on va commencer par le design. Alors vous le savez, si vous regardez souvent nos vidéos, on commence souvent par là. C'est vrai que c'est une affaire de goût et de couleur, voilà, tout le monde va midi à sa porte, comme on dit, mais force est de constater que celui-ci fait plutôt l'unanimité, en tout cas à toutes les personnes à qui je l'ai présenté. Moi, ce qui me plaît énormément sur ce 15 Pro par rapport au 14 Pro, c'est évidemment qu'il a perdu du poids. Et c'est la première fois que Apple fait ça. D'habitude, on ajoute des grammes tous les ans. Le 11 Pro, après le 12 était plus lourd, le 13 était plus lourd, le 14. Donc le 14 Pro que j'ai adoré, que j'ai utilisé pendant plusieurs mois, son seul défaut à mon avis, c'est qu'il était trop gros et trop lourd. On était à plus de 200 grammes. Et puis avec cet acier inoxydable, ça faisait vraiment objet lourd, quoi, hein. Quand il tombait par terre, on avait plus de chances de casser le carrelage que de casser le téléphone. Et là, on est un petit peu plus léger, ils ont réussi à gratter 20 grammes. Alors, on va le voir ensemble, mais je pense que du coup, ils ont tellement cherché à gratter du poids qu'ils ont fait des choix, des compromis qui sont un peu bizarres. Mais c'est pour moi la qualité première du smartphone, c'est qu'il est plus léger que le précédent. Il est peut-être un petit peu plus fin, c'est dur à dire, mais c'est l'impression que ça donne. Et puis aussi, il y a ce changement de design, parce qu'avant, ils avaient, vous savez, ce verre complètement plat, comme sur une Apple Watch Ultra. Et puis maintenant, ils sont revenus à ce qui se faisait beaucoup il y a 10 ans. Maintenant, c'était la grande mode, ce qu'on appelait les verres 2,5D. C'est-à-dire que c'est un petit peu arrondi dans les angles, justement, pour donner cet effet un petit peu smooth, un petit peu comme ça arrondi. Le châssis, qui est soi-disant en titane, mais ça, je vais y revenir après, c'est pareil, il est un peu arrondi, on n'a plus du tout ces bords complètement abrupts. Alors ce qui est assez bête, c'est que du coup, 99,9% des gens qui vont acheter ce téléphone ou la version Max, qui est plus ou moins la même chose, ils vont mettre une coque, donc de toute manière, le changement de vue d'arrondi autour de l'écran, ils vont jamais le sentir, ce qui est plutôt ballot. Mais par contre, effectivement, même au niveau du capteur photo, ils ont fait des petits changements. Et puis, ils ont fait des changements écologiques, parce que en Californie, ça les obsède. Et donc, du coup, ce téléphone, il est conçu pour être réparé plus facilement. Donc, la vitre arrière, on peut l'enlever d'un seul bloc. D'ailleurs, si vous regardez des tests de durabilité sur Internet, ce 15 Pro est beaucoup moins résistant que l'était le 14 Pro. Quand il tombe, généralement, toute la vitre arrière se brise d'un coup, parce que justement, la vitre arrière est conçue pour être enlevée plutôt facilement, alors que depuis des années, sur les iPhones, les vitres en verre à l'arrière, c'était collé très fort, fallait une machine laser pour les enlever, c'était une vraie galère. Donc là, ils ont conçu un téléphone qui puisse être réparé plus facilement, mais du coup, ça génère des problèmes qu'il n'y avait pas avant, hein, tout simplement. Pareil pour l'écran. J'ai vu sur Twitter, enfin sur X et sur Reddit,
des problèmes de batterie qui surchauffent, qui gonflent et qui déclipsent l'écran, chose qu'on n'avait jamais vue sur un iPhone, sauf depuis les iPhone 4 ou les iPhone 5, parce qu'en fait l'écran, c'est pareil, il est conçu pour être réparé, pour être changé plus facilement qu'avant, et donc c'est pareil, je trouve que c'est peut-être moins résistant. Donc on verra dans le temps. Moi j'ai pas eu de problème, le design je trouve très beau, alors j'aurais voulu l'avoir en titanium naturel, mais les délais annoncés étaient délirants, donc j'ai pris le titane bleu, voilà, je le trouve très joli. Alors bleu, ce qui est drôle, c'est qu'en plein soleil, il a des reflets violets. Donc ça me fait penser justement à mon 14 Pro violet que j'ai eu l'année dernière. Mais sinon, apparemment, officiellement, il s'appelle bleu. Alors le titane, on va en parler un instant, parce que c'est pas dans les plus. Moi, je mettrais plutôt ça dans les moins, mais avant que j'oublie, je vais vous en parler. Si vous regardez les vidéos de Jerry Rig Everything, c'est un Américain qui démonte les téléphones, là, c'est un fou furieux. Et en fait, il a réussi à voir que il n'y a que le contour du téléphone qui est réellement en titane. Tout le châssis est en aluminium. Ils ont mis au point une technologie très compliquée pour mélanger le titane et l'aluminium, chose qu'on ne peut pas faire d'habitude, pour faire le milieu du téléphone en alu, parce que c'est beaucoup moins cher, et le contour en titane. Si le châssis était entièrement titane, on aurait un châssis qui coûte, je sais plus, 50 $, je crois, un truc comme ça, ou même un peu plus. Donc là, c'est juste le contour. Le boîtier de l'Apple Watch Ultra, apparemment, lui aussi, il est en titane. C'est la grande mode. Moi, je vois pas trop l'intérêt. J'aimais beaucoup l'acier inoxydable, que ce soit sur l'iPhone X, il y a quelques années, c'était en 2017 ou en 2016. Maintenant, quand l'iPhone X est sorti, avec son châssis arrondi en acier inoxydable, c'était magnifique. Moi, j'adorais ça. Il l'avait fait sur le 14 Pro l'année dernière, où c'était de l'acier inoxydable également. Et là, du titane. Bon, bof. C'est-à-dire que d'extérieur, honnêtement, on dirait vraiment de l'aluminium. Donc, on dirait vraiment le modèle le moins cher. Et puis, on n'a que des couleurs mates, on n'a plus de couleurs brillantes. C'est quelqu'un qui aimait bien l'iPhone en or, vous savez, ça brillait, c'était très beau à voir. Là, maintenant, bon, c'est un peu... Donc, moi, je suis pas vraiment fan de ce choix, mais honnêtement, ça me gêne pas. Donc, voilà. Alors, dans des trucs plus rationnels, plus pragmatiques, on va parler des performances, parce que pour moi, c'est vraiment... l'une des choses qui a bien évolué dans le bon sens, c'est super méga fluide. Je veux dire, je teste souvent des smartphones Android très haut de gamme, je sais ce que c'est qu'un téléphone qui va vite, où tout est instantané, mais alors sur cet iPhone 15 Pro, tout est réellement super instantané. Quel bonheur, ça va à une vitesse folle, il n'y a rien qui prend du temps, tout est instantané, c'est génial, on n'a évidemment pas besoin de fermer les applis, je vous le dis, si vous utilisez des iPhones, fermez toutes les applis une par une, c'est utile que si vous avez un iPhone 5S, voilà, mais si vous avez un iPhone récent, ça ne sert à rien, c'est super fluide, ça marche du feu de Dieu. Alors, j'ai pas eu de problème de surchauffe, mais à plusieurs reprises, déjà quand on le branche, j'ai un chargeur USB-C 30 watts de chez Ugreen, je vous mets le lien comme d'habitude sous la vidéo. J'ai utilisé le câble USB-C qui est fourni avec l'iPhone, et effectivement, alors autant ça charge plutôt fort, mais ça je vais y revenir après, autant il chauffe un petit peu, mais ce qui me paraît pas anormal. À l'utilisation quotidienne, j'ai pas eu de problème de surchauffe. Plusieurs fois, je l'ai trouvé un peu chaud, mais comme beaucoup de smartphones. Le fait que ce soit du verre et du titane, évidemment, ça conduit très bien la chaleur. Donc, du coup, on a peut-être un peu plus cette impression de chaleur. Et moi, je mets pas de coque. Donc, peut-être que celles et ceux qui mettent une coque, ils vont peut-être avoir plus de problèmes de surchauffe. Je ne sais pas, je n'ai pas eu ce problème. Mais voilà, au niveau des performances, il faut quand même insister sur le fait que c'est la première fois qu'il y a un smartphone de chez Apple qui a 8 Go de mémoire vive. Ça, c'était jamais fait avant. Il y avait que 6 Go l'année dernière dans le 14 Pro. Et on a un processeur A17 Pro, Bionic, je sais plus quoi là, la puce, la nouvelle puce. Et alors, autant... j'avais pas besoin de plus de performance par rapport à l'année dernière, autant là, effectivement, on sent que tout va plus vite, les jeux, les machins, les trucs, c'est très impressionnant. Et c'est peut-être ce problème de surchauffe, parce que la puce est peut-être trop puissante, du coup, pour un simple smartphone. Et je voulais quand même insister sur le fait que la puce, elle peut monter à 3,8 GHz. Ça vous paraît peut-être anodin, mais ce qui est hallucinant, c'est que moi, quand j'ai commencé l'informatique il y a 20 ans, on rêvait de monter vers les 4 GHz. C'était voilà, 4-5 GHz, c'était un truc de ouf. Et mon Ryzen, qui équipe mon PC de bureau sur lequel je joue à des jeux franchement très récents, qui demandent beaucoup de puissance, il fait 3,7 GHz. Donc mon portable, mon téléphone a un processeur qui cadence plus vite que mon PC de bureau, ce qui est complètement hallucinant. Donc je voulais quand même le noter, parce que ça, c'est tout bête, c'est un truc très geek, mais de savoir que dans ma poche, j'ai un truc qui a 8 Go de mémoire vive et un processeur qui a 3,8 GHz, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, je voulais en parler. Aussi, dans les choses positives, il y a cet écran. Évidemment, c'est du AMOLED, c'est du 120 Hz. On ne peut pas bloquer le taux de rafraîchissement comme je peux le faire parfois sur certains smartphones Android. Ça, c'est typiquement Apple. Il y a des choses qu'on ne peut pas bloquer. On ne peut pas bloquer la luminosité à fond, par exemple. Elle se gère toute seule, on ne peut pas le désactiver.
mais par contre l'écran est magnifique. En plein jour, c'est très lumineux, ça c'est un vrai avantage parce que ça a souvent été le problème des iPhones, même les haut de gamme, hein, 12 Pro, 11 Pro, j'ai des souvenirs en plein soleil d'une luminosité qui va pas suffisamment fort. Donc là, j'ai eu aucun problème et en plus en ce moment, on a un soleil radieux, donc j'ai pu bien tester. Et cet écran en plus un peu incurvé, quand on l'utilise au quotidien, je trouve ça super agréable. Donc ça, c'est un vrai point positif. Aussi, les bordures sont un peu plus fines que l'année dernière. Je sais pas si vous allez pouvoir voir parce que j'ai tout mis sur fond noir. Et j'ai peut-être pas d'appli sur fond blanc. Non, tout est sur fond noir. Je suis désolé, je vais pas pouvoir vous faire voir. Mais en fait, on a des bordures d'écran. Peut-être Gmail. Non, même pas. Tout est sur fond noir maintenant. On a des bordures d'écran qui sont super fines, qui sont plus fines que le modèle de l'année dernière. Ça, c'est pas pour me déplaire. Évidemment, elles sont parfaitement symétriques. Donc ça, c'est un vrai kiff aussi. Il y a toujours ce Dynamic Island, là, vous savez, en haut, là, qui va nous permettre... Alors, je sais pas si je mets le mode sonnerie ou quoi, ça va peut-être l'activer, ce Dynamic Island. Moi, je trouve ça très chouette. Voilà, alors, il y en a qui disent que ça sert à rien. Bon, bah maintenant, de toute façon, là, on l'a. Hein. Moi, je trouve ça marche très très bien. Donc, l'écran, on en a parlé. Ah oui, Face ID, je voulais faire un petit mot sur Face ID, parce qu'évidemment, moi, si vous me connaissez, vous savez que je suis fan des lecteurs d'empreintes sous l'écran. Chez Apple, ils n'ont jamais été sur cette technologie, ce que je regrette. Mais le Face ID, ça marche très bien, ça marche de mieux en mieux. J'ai de moins en moins de problèmes. Fut un temps, ça m'agaçait un peu. En fonction de l'angle sous lequel on était, ça marchait pas toujours très bien. À l'extérieur, ça marchait pas toujours très bien. Là, que ce soit avec les lunettes de soleil, la casquette, le machin, ça marche à tous les coups. Donc Face ID, ça c'est vraiment quelque chose maintenant qu'on oublie au quotidien. Donc c'est très pratique. Et donc voilà, je voulais le mettre parce que c'est tout bête, mais il y a quelques années encore, ça me gênait un peu, notamment l'iPhone X quand il était sorti à l'époque. Je regrettais un peu qu'ils aient choisi Face ID plutôt qu'un lecteur d'empreintes sous l'écran. Mais voilà, maintenant c'est complètement maîtrisé. Et enfin, des petits détails à mettre dans le plus, mais des choses quand même assez intéressantes. Pour un téléphone à 1200 €, c'est quand même assez important. On a des haut-parleurs stéréo 50-50 ultra puissants. Et c'est assez bluffant quand on voit le micro-trou qu'ils ont laissé pour le haut-parleur du haut. Donc en fait, quand vous allez regarder une série, vous allez jouer un jeu, vous allez écouter un podcast ou même en appel, le son sort d'une manière très puissante des deux côtés du téléphone. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un point positif. Évidemment, à ce prix-là, Dieu merci, c'est le cas, mais parfois, on a des petites déceptions sur des concurrents. Donc là, je voulais vraiment le signaler. Aussi, bien évidemment, il est certifié IP68, donc on peut l'immerger dans l'eau. Heureusement, encore une fois, à ce prix-là. Il y a l'écran qui est protégé Ceramic Shield. C'est un truc de chez Apple, mais en gros, c'est un Gorilla Glass parce que c'est Gorilla qui fournit ça à Apple. Mais ils ont appelé ça d'une autre manière pour se démarquer de la concurrence. Donc, en gros, c'est l'écran qui est protégé contre les rayures. Évidemment, il y a le Always On Display, chose que j'adore, mais ça fait déjà depuis le modèle de l'année dernière. Et donc, du coup, voilà, cette protection contre les rayures, moi, ça me permet de l'utiliser sans coque. Je fais partie de celles et ceux qui ne font jamais tomber leur smartphone, donc j'ai pas besoin de coque. Et en plus de ça, si rarement des fois je fais pas attention, je le mets dans la poche avec des clés ou autre, l'écran est quand même super bien protégé. Donc je vais vous les signaler. Et alors là, vous allez me dire, bah c'est bizarre parce qu'il a pas parlé des photos, et pourtant les gens, ils achètent surtout l'iPhone 15 Pro ou le 14 Pro pour les photos. Alors aujourd'hui, on est tous devenus des psychopathes de la photo, on fait tous des photos tout le temps, toute la journée, on cherche la meilleure photo quand on va en vacances, quand on se prend en photo entre amis. Les publicités pour les smartphones sont axées là-dessus, donc évidemment, c'est la raison, c'est le truc sur lequel se cherchent à se démarquer tous les constructeurs. Évidemment, moi, le 14 Pro l'année dernière, c'est le téléphone que j'ai eu qui prend les plus belles photos, les plus belles vidéos que j'ai jamais eu de toute ma vie. Même certains appareils photo réflexes que j'ai pu posséder par le passé, jamais j'ai pris d'aussi belles photos et d'aussi belles vidéos qu'avec l'iPhone 14 Pro de l'année dernière, de 2022. Et justement, le problème, c'est qu'ils sont arrivés tellement haut en qualité, en instantanéité, je sais pas comment on dit, là qu'on clique, c'est instantané, c'est net, il y a des détails. Franchement, hein, les fans Android, je sais que vous avez beaucoup de mal à comprendre ça. J'ai eu quasiment ce qui se fait de mieux cette année en Android, que ce soit le Honor Magic 5 Pro, que ce soit le Z Flip 5 de chez Samsung, qui fait des photos incroyables aussi. Et je peux vous dire que le 14 Pro de chez Apple, c'est vraiment encore un cran au-dessus. Les photos sont absolument splendides en toutes conditions. Et là, du coup, je suis un peu déçu. Et c'est pour ça que là, on va passer entre les moins et les plus. Je suis un peu déçu parce que les photos... Elles sont bien quand on utilise le téléphone comme il a été conçu. Donc je pense que chez Apple, ils ont fait l'erreur de se focaliser sur le fait qu'on prenne en photo des gens. Donc le téléphone, quand vous prenez en photo un sujet qui se trouve à 2-3 mètres de vous, que ce soit une personne, que ce soit une voiture, un bâtiment, je sais pas quoi, machin... Si c'est un peu loin, c'est nickel. La photo est superbe. On peut même zoomer. Tout à l'heure, il y avait un chat qui était sur ma voiture. J'ai pris une photo de 4-5 mètres de loin. On zoome. La photo reste nette. C'est assez bluffant. Donc ça, ok.
Mais là où j'ai un problème, et vous pourrez le voir, parce que comme d'habitude sous la vidéo, je vous partage ma galerie Google Photos, c'est que vous verrez que les photos que j'ai pu prendre de choses, notamment d'objets qui sont assez près, en fait, il y a toujours ce problème avec le mode macro automatique. Alors, je vous en ai déjà parlé pour le Honor Magic 5 Pro et pour d'autres smartphones Honor, je crois, sur lequel on ne peut pas débrayer le mode automatique macro. En fait, c'est tout bête. Vu qu'il y a 3 capteurs au dos de l'iPhone, il y en a un pour la macro, un pour le zoom téléobjectif, ou plutôt le grand angle d'ailleurs, et un capteur principal. Et en fait, quand vous utilisez le téléphone de manière normale, c'est le capteur principal qui est utilisé. Et si vous rapprochez un objet, on va prendre par exemple ça. Si vous rapprochez l'objet, hop, vous voyez, ça passe en mode macro, c'est-à-dire ça change de capteur automatiquement. Ok? Sauf que le problème, c'est qu'il y a une zone entre les deux où la photo va pas être belle. C'est-à-dire que soit votre objet va être trop loin, ou soit le mode 1x fait que l'objet devient flou. C'est tout bête, mais c'est très chiant. Et hormis ce problème, même quand on utilise le bon capteur, j'ai envie de dire, j'ai mis des exemples sur notre compte Twitter, c'est mon avis, où vous allez voir, j'ai pris en photo des vieux iPhones. Et en fait, quoi qu'on fasse, que ce soit en macro ou en capteur principal, on a la photo qui est un peu floue. Les bords des téléphones sont pas très nets, le texte inscrit sur chaque iPhone n'est pas très net non plus, j'étais dans des conditions de lumière suffisantes, donc il y a un vrai problème, honnêtement, je pense, et j'espère que ça va être résolu par une mise à jour, mais actuellement, ce 15 Pro prend de moins bonnes photos que le faisait mon 14 Pro. C'est aussi simple que ça. Alors, ils ont ajouté tout un tas de trucs. Si vous prenez le 15 Pro Max, vous avez même un zoom jusqu'à x5. Bon, pourquoi pas. Et sur le 15 Pro et le 15 Pro Max, vous avez ce nouveau truc où vous pouvez switcher de 1x à 1,2x et à 1,5x. Honnêtement, ça sert pas à grand chose. Tout ça, c'est purement digital, logiciel. C'est pas un changement de lentille ou je ne sais quoi. Donc, franchement, la partie photo, évidemment, c'est très bon. Mais je trouve ça moins bon que l'année dernière. Donc, c'est pour ça que je suis déçu. C'est aussi simple que ça. Et aussi, dans les petites déceptions, l'autonomie. Vous savez que ça n'a jamais été le point fort des iPhones. J'avais l'espoir qu'ils améliorent un peu l'autonomie. Quand on fait des comparatifs sur YouTube, il y a plein de mecs, des Américains là, qui testent, vous savez, iPhone 15 Pro Max contre le S23 Ultra, des choses comme ça. J'ai vu des vidéos, effectivement, c'est un petit peu mieux qu'un 14 Pro. Genre, il va tenir peut-être 1 heure de plus, et encore. Mais c'est vrai que c'est pas encore suffisant pour quelqu'un qui utilise intensivement son téléphone comme moi. Donc là, par exemple, il est midi. J'ai débranché mon téléphone à 8h du matin. J'ai déjà perdu 25%. Et j'ai pas fait du Waze et j'ai pas fait du jeu. J'ai juste utilisé mon téléphone normalement dans la poche pour envoyer des messages, pour consulter les réseaux, etc. Si on l'utilise intensivement, genre de la navigation voiture, la batterie a fait... Les jeux, c'est pareil. Et j'ai été surpris sur la photo. Hier, je me suis obstiné à essayer de faire des photos pour essayer de comprendre ce problème de photos floues. Donc j'ai été dans un jardin, j'ai pris en photo des fleurs, des animaux, tout ce que je pouvais prendre en photo. Et donc là, la batterie, waouh, la batterie, elle n'a pas aimé du tout. Et pourtant, j'ai désactivé le truc qui fait batterie optimisée. Donc là, on utilise la batterie à son potentiel maximum. C'est-à-dire que je le recharge à fond à 100%, la batterie est vraiment rechargée à 100%. C'est pas l'histoire qu'elle se recharge moins 1 pour augmenter sa durée de vie. J'ai désactivé ce truc-là. Donc voilà, un peu déçu côté autonomie. Une journée, ça tient. Mais genre, si vous avez vraiment une utilisation intensive, ou si vraiment, par exemple, votre métier, c'est les réseaux sociaux, vous allez avoir l'écran qui est allumé très souvent dans la journée, autant passer sur le Pro Max. Alors, il sera plus grand, plus lourd, mais évidemment, l'autonomie sera meilleure. Et enfin, je voulais vous parler donc de la recharge, qui est plutôt liée à l'autonomie, parce que je ne comprends pas pourquoi Apple et Samsung sont les derniers constructeurs, peut-être un peu avec Google, à rester sur des modes de charge à l'ancienne. Alors, les psychopathes de service vont encore nous dire « Oui, c'est pour que la batterie dure longtemps, parce que les chargeurs 120 watts, ça abîme les batteries. » Bah ouais, mais du coup, moi, je mets 1300, 1250 € dans un smartphone, et je peux pas le charger rapidement, quoi. Je veux dire, même avec le chargeur le plus fort qui est supporté par le téléphone, c'est-à-dire 30 watts USB-C, même avec le câble officiel ou même avec des câbles même plus performants, j'ai un câble USB-C qui tient jusqu'à 70 watts, eh bien, le téléphone, il se charge en gros de 0 à 50% en 30 minutes, mais c'est juste, et puis du coup, il chauffe un peu dans ces cas-là. Et puis si vous avez, si vous avez un coup de rush et que vous voulez le charger de 0 à 100%, vous l'avez laissé s'éteindre, on est plutôt sur 1h30. C'est pas tolérable. Le Motorola avec lequel je filme cette vidéo, c'est un Motorola Edge 40 Neo. C'est un téléphone à 400 €, donc 800 € de moins que cet iPhone 15 Pro. Et il fait la charge 68 watts, et je le recharge en moins d'une heure de 0 à 100%. Donc moi, voilà, c'est quelque chose vraiment qui me gêne, qui commence à me gêner de plus en plus. Chez Samsung, c'est pareil, le Z Flip 5 que j'ai eu, c'est un téléphone qui coûte plus de 1000 €, et on est limité à 25 watts en recharge. Moi, je ne comprends pas. Et j'en termine par parler du prix, évidemment. Chez nous, 1229 €, il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays où c'est quand même beaucoup moins cher.
J'étais en vacances au Japon et là-bas, je l'ai vu à 999 euros, conversion yen-euro faite. Donc chez nous, ça reste très cher, mais il y a beaucoup de pays, y compris les États-Unis, qui est le marché principal de l'iPhone, où c'est 999 euros. Donc il faut bien comprendre que chez nous, on dit ouais, les téléphones iPhone, c'est cher, machin. Il y a des téléphones Android beaucoup plus chers, donc l'iPhone n'est pas si cher. Le 15 de base, on est vers les 800 euros. Encore une fois, genre un Xiaomi 13T Pro, il va être plus cher. Enfin, il y a beaucoup de smartphones Android qui sont chers. Les nouveaux Google Pixel, on est au-dessus des 800 euros. Donc c'est pas si cher, au contraire, bizarrement, ils n'ont pas fait d'augmentation de prix cette année. Et du coup, avec l'inflation, il paraît moins cher que les années précédentes. Donc je voulais parler du tarif parce que c'est plus vraiment un défaut sur l'iPhone. C'est devenu un prix normal, hein, bizarrement. Et il continue d'utiliser des matériaux haut de gamme, il continue de mettre à jour le téléphone pendant très longtemps. Donc il continue de faire ce qui était bien auparavant. Et à un prix qui n'a pas augmenté. Donc pour moi, voilà, je voulais en parler parce que tout le monde dit tout le temps, c'est très cher, c'est trop cher. Je suis pas sûr. Hein. Maintenant, avec les Galaxy Fold, les Galaxy Flip, il y a une montée en gamme chez Android. Le Pixel 8 Pro, on a 1000 balles, hein, donc voilà, c'est les mêmes prix maintenant. Donc vous me direz, oui, mais il a un écran plus grand, il a une batterie plus forte, etc. Peut-être, mais c'est vrai que c'est plus un objet de luxe comme ça l'était par le passé. Et si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 8 sur 10 parce que je suis vraiment déçu par la partie photo. Il y a un vrai problème. J'espère que ça va être amélioré par une mise à jour. Mais sinon, le reste est très bon. Je vous ai même pas parlé de l'USB-C parce que honnêtement, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'USB-C? Je vois tout le monde, BFM, Europe 1, tout le monde, ils ont parlé de l'USB-C. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, pardon? Mais ça ne change rien. On s'en fiche complètement. Je veux dire, moi, j'aimais bien le Lightning, ça marchait très bien. Bon, de temps en temps, il fallait changer la prise de son, sinon ça ne chargeait pas au bout de quelques années. Ça s'encrassait beaucoup, je suis d'accord. Mais j'ai plein de câbles Lightning ici, ça chargeait aussi fort que l'USB-C. Ça a amené un petit peu d'universalité dans le sens où maintenant, vous pouvez brancher des disques durs externes, vous pouvez brancher des accessoires, genre des claviers en USB-C, tout ça, ça fonctionne. Donc ça, c'est un petit plus. Mais honnêtement, sur la vie de tous les jours, déjà quelqu'un qui quelqu'un qui a un iPhone depuis 10 ans, qui achète tous les nouveaux modèles tous les ans, qui sort de la Fnac avec son nouvel iPhone 15 Pro, déjà il est obligé de racheter un chargeur, parce qu'a priori il n'a pas de chargeur USB-C, puisqu'il n'avait que des iPhones. Les fans de chez Apple, ils ont peut-être un iPad Pro récent, donc ils ont déjà le chargeur USB-C, mais honnêtement, ça ne change rien du tout. Ça charge pas plus fort, ça charge pas plus vite. Moi j'ai des chargeurs USB-C, je vois aucune différence, donc je voulais faire une petite parenthèse là-dessus pour vous dire à quel point je trouve ça insignifiant comme changement. Il y a beaucoup d'autres changements que je trouve plus intéressants ou plus importants en tout cas que ce connecteur USB-C qui honnêtement n'apporte pas grand-chose. Donc voilà pour cet iPhone 15 Pro, pour ce test. Si vous avez des commentaires, évidemment, je laisse les commentaires ouverts sous les vidéos, faites-vous plaisir, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!